Good afternoon, everyone. Welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We begin as usual in French with Julien Beth Bessay. Good afternoon, Julien. Bon après-midi à vous, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Gestion des fonds Covid-19 au Cameroun. Human Rights Watch exige l'ouverture d'une enquête crédible. Dans un rapport récemment publié, l'ONG ou l'Organisation des droits de défense de l'homme invite les autorités camerounaises à apporter des détails des justificatifs détaillés depuis les premiers fonds perçus jusqu'à la perception des doses de vaccins. L'économie de cette sortie, c'est dans ce reportage que signe Gladys Sidi. Les appels incessants à une meilleure surveillance des fonds Covid-19 au Cameroun ont été incités par les négociations menées auprès du FMI en vue d'obtenir un nouveau prêt. C'est une déclaration de Human Rights Watch dans son nouveau rapport. L'ONG de défense des droits de l'homme tense le gouvernement camerounais et doute de la crédibilité des enquêtes menées ou en cours sur la gestion des fonds Covid. Human Rights Watch suggère au FMI de saisir l'opportunité que représente un nouveau programme de prêt pour faire pression en faveur de réformes profondes de la gouvernance qui amélioreront ainsi la transparence et la responsabilité du Cameroun pendant et après cette pandémie. Au sujet des multiples enquêtes initiées sur la gestion des fonds Covid-19 et dont les résultats n'ont pas été rendus jusqu'ici, Human Rights Watch demande au Fonds monétaire international de maintenir la pression en exigeant au Cameroun de publier un rapport d'enquête de la Chambre des comptes sur les dépenses liées à la lutte contre le Covid-19, de prendre des mesures concrètes pour garantir l'indépendance des enquêtes judiciaires, d'engager un auditeur indépendant et de faire de la publication de son rapport à l'avenir un programme. De s'engager à prendre des mesures spécifiques de prévention de la corruption, notamment une gestion transparente et fondée sur des règles fermes du Fonds de solidarité pour la santé et améliorer l'accessibilité et la qualité de l'information sur les marchés publics au Cameroun. Human Rights Watch dénonce aussi les ingérences de part et d'autre dans la gestion des fonds Covid-19 et croit savoir que la campagne de vaccination en cours dévoilera dans les prochains jours un autre scandale financier. Par conséquent, l'ONG suggère au Fonds monétaire international de traiter le mal à la racine. Insécurité alimentaire dans le Mayo-Tanaga, les populations de Moskota redoutent le spectre d'une famine générale. Elles appellent les pouvoirs publics à freiner l'écoulement des récoltes vers les pays voisins. Amadou Daïrou et Jean-Paul Chouniad. À Moskota, à l'extrême nord Cameroun, le spectre de la famine hante les populations. Les champs que les agriculteurs ont produits n'arrivent pas à être récoltés parce qu'ils ont peur d'être tués. Et même les cultivateurs qui ont réussi le pari de récolter ont parfois vu leur stock de céréales vidé des greniers et emporté par les adeptes de la secte islamiste. Ils sont passés à Gabas, dans le canton de Gaboua. Ils ont vidé les maisons, ils ont enlevé les tenues vestimentaires, les denrées alimentaires. Tout a été vidé, mais il n'y avait pas de pertes humaines. Plus grave, les quantités disponibles sont chaque jour écoulées à prix d'or vers les villes voisines de Kousséri et les pays frontaliers, le Tchad et le Nigeria. Le peu que les populations produisent, ça ne peut pas satisfaire les besoins de tout l'arrondissement. Face à la demande de plus en plus forte, les prix du maïs et du mil flambent chaque jour sur les marchés. Le mil coûte énormément cher. Un sac qui coûtait au début de l'année 10 000, 12 000, maintenant il faut débourser 20 000 francs pour avoir un sac. Redoutant une famine à forte amplitude, pouvant engendrer une crise humanitaire, le préfet du Mayo-Tanaga est en guerre contre l'écoulement massif des provisions vers d'autres localités. C'est parce que vous avez le cours à l'exportation que vous craignez que cette famine-là puisse effectivement arriver. Abstenez-vous d'exporter vos récoltes, cela nous épargnera de la famine à laquelle vous faites allusion. En plus de la disette qui menace de s'abattre ici, des poches d'insécurité prospèrent ça et là. Agressions, vol à main armée, cambriolage et assaut de Boko Haram. Les populations ont perdu le sommeil.
Nous ne savons plus à quel sens se vouer, nous ne savons même plus à qui faire confiance. Là, nous ne savons pas. On ne peut plus savoir qui est détenteur de l'arme ou pas, mais là, nous souffrons parce qu'il y a des braquages à tout moment, de manière permanente. Nous ne savons pas par où ces armes-là sont entrées. Nous avons 50 villages dans l'arrondissement de Maï-Moscota. Présentement, 42 villages sont dispersés dans la nature. Je peux dire parce qu'ils sont regroupés à Moscota et à Mozogo et qui se retrouvent présentement. Et bon nombre même là, ils sont déjà sortis pour d'autres arrondissements. Faisant désormais face au double défi alimentaire et sécuritaire, les populations de Moscota appellent les pouvoirs publics à plus de contrôle des exportations à outrance des récoltes et un soutien logistique accru au comité de vigilance dans la lutte contre les assaillants de Boko Haram et d'autres petits maraudeurs. La sous-préfecture de Bikok, dans le département de la Meufou, est à Kono sans toiture depuis près de 6 ans. Le sous-préfet de cette localité et ses collaborateurs ont aménagé dans une baraque où tous travaillent dans des conditions déplorables. Joseph Abena-Bena. Voici la sous-préfecture de Bikok dans le département de la Meufou et à Kono, région du centre. Cela fait un peu plus de 6 ans que la tornade avait eu raison de sa toiture. Et ce marché public, abandonné depuis 9 ans, était justement consacré à la construction d'une sous-préfecture consacrant la permanence de l'État. Pourquoi? Parce que l'ancienne sous-préfecture, depuis que la toiture est partie, nous attendions à ce que la nouvelle sous-préfecture soit habitable. Mais malheureusement, le marché n'a pas été concrétisé. Les locaux actuellement qui abritent la sous-préfecture appartiennent vraiment à la mairie. Bien sûr que c'est l'État, mais ça nous rassure pas. Malheureusement, l'État ne suit pas normalement les marchés publics. Ce qui fait qu'actuellement, la sous-préfecture dont l'État a alloué à la mairie de Bikok n'est pas habitable. Et le marché est parti comme ça sans aucun suivi. Et même la résidence de M. le sous-préfet n'est reconnaissable que par la présence de ce véhicule administratif. Ces techniciens travaillent ici grâce aux efforts privés. La proximité de cette résidence avec l'hôtel de ville constitue plutôt une véritable humiliation. Depuis ce temps, les services de la sous-préfecture sont confinés dans ce petit bâtiment offert par la mairie en attendant que quelque chose soit fait pour ce marché public visiblement abandonné. Et comment lutter contre le chômage des jeunes? La question préoccupe. La question est un véritable casse-tête pour les pouvoirs publics. Ils sont des milliers à sortir des universités et grandes écoles sans perspective claire. La piste de l'auto-emploi pourrait être finalement la bouée de sauvetage. Eko Kalobé, Donald Brice Kamgan. Un emploi décent et bien rémunéré. Le rêve est caressé par la quasi-totalité des jeunes diplômés ou non, qui constituent l'essentiel de la population au Cameroun. Quand bien même certains jeunes créent leurs propres activités, rien n'est gagné d'avance. Quand nous travaillons, nous finissons de travailler. Maintenant, quand il faut vendre, nous avons cette difficulté. Nous ne parvenons pas à vendre nos œufs. En fait, ça nous bloque carrément. Comment vendre en ligne? Comment labelliser ces produits? Comment les empaqueter? Des questions pratiques auxquelles ce forum qui se tient dans le département de la Sanaga-Maritime apporte des réponses sur place. L'idée étant d'aider les jeunes à sortir du sous-emploi et du chômage, mais surtout renforcer leur autonomie. Les thèmes que nous avons développés ont pu montrer et enseigner à nos jeunes entrepreneurs comment ils doivent gérer leur structure. La rencontre a regroupé plusieurs centaines de jeunes artisans et chefs d'entreprise. L'occasion idoine pour nouer des contacts, sceller des partenariats et échanger sur les défis auxquels ils sont confrontés au quotidien. Mais le forum se veut aussi un creuset de valorisation des produits locaux. Nous avons pensé que la Sanaga-Maritime étant le bastion de l'industrialisation, il est temps pour nous de sortir de l'ornière ces jeunes pour pouvoir leur apporter un encadrement et devenir le mécène du Made in Cameroun dans la grande Sanaga-Maritime. Ne pas toujours attendre tout de l'État, nous pouvons nous-mêmes créer des emplois et en promotant des entreprises, nous créons nous-mêmes aussi des emplois pour le développement de notre pays. Après cette rencontre,
Une plateforme de suivi des jeunes participants est annoncée, un suivi qui devrait permettre de mettre en œuvre les recommandations issues des travaux qui ont duré 4 jours à Edea. Et parmi ces étudiants sortis des grandes écoles, ceux de l'Université catholique s'abreuvent à la source de Diaili Amadou Amal. L'écrivaine et lauréate du prix Goncourt des lycéens 2020 a partagé son expérience professionnelle et les astuces pour devenir un bon entrepreneur. C'était à la faveur d'une conférence débat dont le thème portait sur comment réussir ses premiers pas d'entrepreneur. Marcelin Gansot pour plus de précisions. Nous sommes une cinquantaine de femmes. Qui mieux que Diaili Amadou Amal pour donner quelques prérequis à ceux qui veulent se lancer dans le tumultueux champ de l'entrepreneuriat. Dans tous ces modèles que j'ai mis, c'est Madame Adjali, parce qu'elle est une femme comme moi et elle rencontre beaucoup de difficultés. Moi-même actuellement je suis à 26 ans et je ne vois pas un partenaire qui est là pour dire qu'on part de l'avant ou machin. Non, c'est un peu compliqué. J'ai vu son exemple, comment ça m'a encore boosté pour dire que non, qu'importe le milieu où tu te trouves, tu peux toujours t'en sortir. L'entrepreneur social, lauréate du prix Goncourt des lycéens 2020, n'a pas une solution miracle, mais détient quelques clés susceptibles d'ouvrir les portes à ceux qui savent oser. Ce que je peux partager avec eux, c'est mon expérience, tout simplement. Mon expérience dans le domaine de l'écriture, dans le domaine littéraire, mais également voilà, les encourager à s'engager pour des causes nobles. Nous créons des bibliothèques, nous sensibilisons, nous encourageons l'éducation de la jeune fille. Eh bien, je ne peux qu'encourager les jeunes des universités à s'engager également auprès donc, de la société civile pour pouvoir justement faire en sorte que notre beau pays se développe. Réussir ses premiers pas d'entrepreneur. Tel est le thème de cette conférence organisée par l'Université catholique d'Afrique centrale en bonne intelligence avec le groupe Studeli. De la matière pour les étudiants qui désirent emprunter le chemin de l'entrepreneuriat et du leadership. Ce n'est certes pas une balade de santé, mais rien n'est impossible à qui sait s'y prendre. Avant, l'argent et le capital financier, c'était la chose la plus importante pour créer une entreprise. Aujourd'hui, il existe énormément de moyens pour pouvoir faire sans avoir forcément beaucoup de moyens. J'en suis un exemple. Et trouver des business models qui permettent de se développer au départ sans avoir besoin de beaucoup de moyens financiers. Et surtout, et ça c'est le message que j'adresse aussi à ces jeunes-là, de pouvoir s'associer, de faire ce qui a toujours été la force de l'Afrique, la solidarité. On est fort dans la solidarité sur beaucoup de plans, mais en entrepreneuriat, ça n'existe pas. Que signifie entreprendre et que faut-il pour le faire? Comment transformer une idée en projet de création d'entreprises rentables et viables? Comment rechercher les financements et quelles sont les erreurs à éviter pour être un entrepreneur à succès? Telles sont les principales préoccupations sur lesquelles les experts se sont attardés. Du grain à moudre pour les futurs entrepreneurs, dont certains sont parfois tentés par le découragement. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Azeh. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once again to you and to our viewers. Good afternoon. Thanks for staying with us. We begin with the Center for Human Rights and Democracy in Africa, headed by Barrister Agbo Bala. The center that is hosting the Empowerment Center has graduated its first batch of trainees in fashion designing. They are all victims of the socio-political crisis rocking the two English-speaking regions, and they are now expected to exploit the skills acquired in order to better their standard of living. Derry Jotto reports. The Center for Human Rights and Democracy in Africa Charter Empowerment Center graduated its first batch. Most of them, or all of them, came in with no knowledge in dressmaking. And today, we are proud to say that we can conveniently make a dress that is ready for the job market. The graduates say for 18 months, they have been fashioned on how to carve their own space in the world of fashion and designing. It's not easy, but I'm going to promise the world that I will try my best not to sleep. And they are all victims of the Anglophone crisis. We went out distributing food and non-food items, but we realized that it was not sustainable. So we thought that there was need to look for something that was more sustainable to cater for the needs of the elderly. So we are giving them free training at CNCC. The Nigerian Consul General for the Northwest and Southwest regions, His Excellency Mohammed Bashi, on his part, encouraged these laureates to contribute in building the society, reminding them that there is a ready market in the field they have chosen.
My message to the graduates is they should take this one as a very wonderful opportunity because they can be on their own. If you look at it nowadays, people produce materials, shoes, dresses like they did, put it on, create a site, and from the comfort of their rooms and from the comfort of their Android phones, you see people placing order, buying these things. They don't need to necessarily even own a shop, so long as they have where to produce these materials. They don't need to rent a showroom for that. From where they're going to produce this, they can put it online and we buy. I can order from Nigeria when eventually I finish my tour of duty. Chada Empowerment Center was created to give vocational training to internally displaced persons in the region. Human Rights Watch, in its April 23rd, 2021 report, is worried about mismanagement of COVID-19 funds in Cameroon by some state personnel. It is urging the President of the Republic, Paul Biya, to take more safeguards measures. And it's coming at a time when the government of Cameroon has equally concentrated its effort in scrutinizing some of the measures in order to see that the COVID-19 funds are well managed by the state personnel in charge. Immaculate Fogwe tells us more about this. The management of COVID-19 funds in Cameroon is under scrutiny following several accusations of misappropriation of the funds. A latest report published by Human Rights Watch says between March 29th and April 2021, the Secretary General at the Presidency, Ferdinand Gongo, writing on behalf of President Paul Biya, sent a series of letters with directives related to COVID-19 funding. In the letter, he instructed the State Auditing Agency to expedite its audit of COVID-19 spending. On April 6th, Ferdinand Gongo sent a copy of the report on COVID-19 spending prepared by an investigative body within the Supreme Court to the Ministry of Defense, demanding for judicial inquiry. 3 days later, an undated letter from Ferdinand Gongo was sent to the Prime Minister asking for a detailed account of funds related to the pandemic, which amounts to 180 billion CFA francs. In another letter dated April 8th, Ferdinand Gongo announced the establishment of a new task force to oversee future COVID-19 spending. Since the start of the pandemic, the government has approved 2 emergency loans to the country totaling 208 billion CFA francs. However, the government is yet to publish any detailed information that will enable meaningful public knowledge on its spending. They equally remained silent regarding government's use of the Health Solidarity Fund, which is meant to serve as a reserve for public health emergencies such as COVID-19. Health Minister Manauda Malachi said he is not guilty of any allegation levied against him by some members of the opposition party. He says his hands are clean. The inflated prices of COVID-19 supplies has equally been bashed by the public. A senior business and human rights researcher at Human Rights Watch, Sarah Sadu, says unless the audits and investigation are credible, the International Monetary Fund risks falling for check-the-box exercises. And some civil society members are worried about the continuous mismanagement of COVID-19 funds. They converge, discussing issues surrounding transparency and accountability in management of these funds. They equally suggest that state personnel who are guilty should be held accountable for this funds mismanagement. Take a listen to one of the members of the civil society. The aim of this meeting is to come together to bring civil society and different stakeholders to make sure that we come together first and enhance COVID-19 transparency and accountability in Cameroon, because this is the moment where we need to start asking questions. Accountability is all about asking questions about how the government has managed COVID-19 fund. Before proceeding, I would like to comment on the government on accelerating the audit, because that is already positive when we talk about accountability.
positive, and we are anxiously waiting for the result of this audit, because we've noticed that a lot of flu and gaps has been going on when we talk about managing of COVID-19. And for example, we know about the bag of rice. Till today, we don't know what happened to the 4,000 bag of rice that was offered by OCA. And also we know that we have a parliamentarian that also raised eyebrows about the contractors and stuff like that. So it is important that government really make sure that it clarifies its citizens, not only civil society organizations, its citizens, on how it manages its funds, if we're talking about accountability in Cameroon. When you say no, the fact that they even having the initiative of auditing this is something we need to congratulate. Because imagine we have other African countries that are not even talking about audit. But in Cameroon, if we're already talking about audit and accelerating it, it's a positive, and it's a baby step towards what we want. And after the result, we want to make sure, we want to see in that, to make sure that all those that are implicated in embezzlement are really held to account, because they need to pay for it. Because we know that due to this COVID-19, a lot of people have lost their life. We have a lot of families that have lost jobs. So it is not a foul play. It's not a play when we talk about accountability. It's a moment and this crucial time where citizens need to start asking questions about these funds. It's not just about my organization or the partners. It's about citizens asking the real question, because we believe that if more citizens ask this question, it's going to hold us back. In government, we know that the world is watching. Cameroonians are watching at them. Civil society actor as well noticed that inadequate access to information is a big problem, and that the population needs to be informed by the government on how the COVID-19 funds are being spent. Take a listen to her once again. Currently running the research. Today we had the presentation of the research to civil society organizations and some political and administrations here. So we want them to add to this research if they have recommendations, because this report is going to be presented to the government so that they make sure they take into the consideration the recommendation made from this meeting. A lot of gaps. Currently running the research, we had a lot of difficulties in the information. No, by the way, it's no news that Cameroon has not yet signed the Access to Information Act, so it's difficult to really gather this information. But we base some of this information on press release and degrees made by the government. And I also want to inform my audience that we are going to create a portal, a digital portal, where every citizens can go, click to this link, and see how far what government has received from both individuals, international organizations, and corporations. We now take you to the Southwest region, where ex-students of government's bilingual high school, TICO, have been called upon to support their alma mater to better the learning and teaching process in this digital age. The call was made by Senator Lionel Fonderson on the campus of government's bilingual high school, TICO. Derijato reports. In this digital age, Government Bilingual High School TICO in Fako Division is still lacking behind when it comes to information and communication technology, ICT. Imagine an institution like this one, when they want to print documents, when they want to photocopy documents, they have to move out of the institution. It is not proper. And that is not all. This institution, which to many is the academic branch of TICO subdivision, is begging to be remembered. Its structure and other facilities are not driving home any comfortable message. The objective is to renovate the multi-purpose hall, to set internet, to install internet in the multimedia center. Senator Lionel Fonderson was once a student here at Government Bilingual High School TICO. He says he is privileged to be part of a change that he has been expecting to see, and call on others to do same. We should stop asking what the country has done for us. We should see what we can do for the country. Most of us who are privileged to attend public institutions, what we generally call government schools, paid very little or no fees at all. It is time that we give back to some of those schools which help to bring us up. And Government Bilingual High School TICO Ex-Student Development Fund is launched under the theme, Giving Back to Alma Mater. And its president, Ashu Clifford Obi, during his address, invited all ex-students of Government Bilingual High School TICO to come on board and be part of this good idea. So we think that is necessary. So we have a very big task to sensitize our people.
to make them see need, the need to give back to the alma mater. 2.3 million francs CFA was realized during this maiden session. And that's it for this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Tomorrow is another day. Do have a splendid day. Bonne journée à vous et à demain. Merci, excellente journée à vous, Innocent Nazem. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez Nadine Yambou et toute son équipe pour votre quotidien santé.